Est-ce la fin de tout potentiel accord entre l'Iran et les États-Unis? Malgré le rapprochement des deux pays pour mettre fin à la guerre, la reprise des bombardements cette semaine laisse présager des difficultés pour une fin prochaine du conflit. Mais alors pourquoi de tels bombardements ont eu lieu? Quelle est la nouvelle stratégie des deux pays? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Avant de revenir là-dessus, petit rappel des faits rapidement. Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l'Iran. En réponse, l'Iran a bombardé de nombreux pays du Golfe qu'il considère comme alliés des États-Unis et a bloqué le détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel pour le commerce mondial et notamment pour le commerce du pétrole. Finalement, après plusieurs mois de bombardement, les États-Unis et l'Iran ont accepté de signer le 17 juin dernier un protocole d'accord instaurant notamment un cessez-le-feu prolongé de 60 jours pour laisser le temps de négocier un accord définitif. En gage de bonne volonté en quelque sorte, l'Iran a accepté d'un côté de s'engager à rétablir le passage des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz et de l'autre, les États-Unis a accepté de lever leurs sanctions économiques contre l'Iran. L'objectif de tout ça étant donc de laisser le temps aux deux pays de parvenir à un véritable accord de paix avec des sujets impliquant notamment la levée d'autres sanctions américaines contre l'Iran en échange de garanties pour les États-Unis sur le nucléaire iranien. Iran qu'ils accusent de vouloir se doter de l'arme nucléaire, mais ce point reste largement débattu. Problème, ce protocole d'accord est depuis ses débuts accusé par de nombreux observateurs d'être largement imparfait, précipité et comportant également certaines ambiguïtés. L'accord ne précise pas toutes les modalités avec des mesures reléguées à un autre accord censé être l'accord final en négociation. Sur le détroit d'Ormuz par exemple, le 5e point de l'accord affirme, je cite, que la République islamique d'Iran mettra tout en œuvre pour assurer le passage en toute sécurité des navires commerciaux par le détroit d'Ormuz. Ici, les observateurs soulignent notamment deux points. Le premier, c'est que le terme mettre tout en œuvre est juridiquement difficile à quantifier, car si jamais l'Iran bombarde un navire qui ne respecte pas ses règles, le pays peut toujours affirmer qu'il a tout mis en œuvre pour que cela n'arrive pas. Et le deuxième point, c'est que cette formulation revient aussi de fait à reconnaître l'Iran comme une sorte de gestionnaire du détroit. Bref, cet accord était donc jugé fragile dès sa signature. Si vous voulez en savoir plus, on avait fait un format à ce sujet, le lien est dans la description. Et fin juin, première alerte, les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir ciblé deux navires et ont bombardé l'Iran en représailles. L'Iran a également riposté en bombardant ses voisins du Golfe, mais l'accord semblait toujours tenir officiellement. Sauf que cette semaine, même scénario, mais dans des proportions bien plus élevées. Ce mardi, les États-Unis ont annoncé le lancement de frappes puissantes contre l'Iran et le rétablissement de sanctions économiques sur le pétrole iranien. Le pays a affirmé agir en représailles de nouvelles attaques attribuées à l'Iran et ayant visé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. L'armée états-unienne a indiqué ce jeudi avoir mené des attaques sur plus de 170 cibles iraniennes dans les 48 dernières heures. De son côté, le ministère de la Santé iranien a affirmé que ces bombardements états-uniens avaient fait au moins 17 morts et 93 blessés. En réponse, l'Iran, qui a dénoncé ces attaques, a annoncé ce mercredi matin avoir frappé 85 installations de bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Dans la foulée, Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu de 60 jours prévu dans le protocole d'accord était terminé et a affirmé, je cite, « Je ne veux plus négocier avec les Iraniens, ce sont des pourritures, ils sont dirigés par des personnes malades, ils sont vicieux, violents et menteurs. » Alors, est-ce que Trump va vraiment se retirer de l'accord et mettre fin à toute négociation? Pour l'heure, les observateurs estiment que c'est peu probable. Emmanuel Macron a déclaré lui-même que les discussions allaient se poursuivre. En fait, beaucoup d'experts estiment que ces bombardements sont avant tout un moyen pour les États-Unis et l'Iran de ne pas paraître faibles face à leur adversaire et donc prouver par la force qu'ils ne sont pas prêts de capituler dans le cadre des négociations. Concernant un potentiel terrain d'entente sur l'accord final, la situation reste en tout cas elle aussi dans une forme d'impasse où aucun des deux parties ne veut s'avouer vaincu et souhaite en tirer le plus de bénéfices possible. Le New York Times s'interroge cependant sur la viabilité de telles reprises de bombardements et de sanctions de l'administration Trump en soulignant le fait qu'ils n'ont jusqu'ici mené à aucune avancée majeure si ce n'est justement l'impasse actuelle. Enfin bref, la situation est toujours fragile avec des États-Unis qui semblent vouloir se retirer au plus vite du conflit tout en étant victorieux, mais qui se heurte donc à l'Iran qui n'a aucune intention de rendre son principal levier de pression, le détroit d'Ormuz, et qui souhaite lui aussi sortir vainqueur de cette guerre. On continuera de suivre tout ça évidemment, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à toutes et à tous, on commence avec cette actu. Le plan Orsec chaleur extrême a été déclenché par le gouvernement dans les départements en vigilance rouge canicule. Les départements concernés sont donc le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. En fait, ce plan permet au préfet de chaque département de coordonner tous les moyens publics et privés nécessaires en cas de situation particulière, comme des incendies, des inondations ou ici la canicule. La porte-parole du gouvernement a précisé que la première mission de ce plan serait de mettre à l'abri les personnes vulnérables, donc les personnes âgées et les sans-abri, des centres de protection, donc des lieux frais, accessibles, avec des lits, de l'eau et des kits de secours, pour alors être activés selon le niveau de vigilance et, je cite, les réalités locales. A noter que lors de la canicule, en
juin dernier, plus de 2000 décès supplémentaires ont été constatés. Deuxième actu qui concerne l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, donc l'ancien guide suprême, a été inhumé à Mashhad, au nord-est du pays. Son cercueil a été déposé au sein du sanctuaire de l'imam Reza, le lieu le plus saint de l'islam chiite en Iran. Cette cérémonie intervient donc 4 mois après sa mort dans un bombardement israélo-américain survenu au tout début de la guerre. Les funérailles d'État qui ont précédé son inhumation ont duré 6 jours et la dépouille de l'ayatollah a alors traversé les hauts lieux du chiisme à travers le pays. Selon les autorités locales, 15 à 20 millions de personnes ont assisté à l'événement et à noter que son fils et successeur, Mortaba Khamenei, n'était pas présent. Troisième actu, 15 personnes ont été tuées aux Philippines en Asie du Sud-Est suite à 2 glissements de terrain causés par de porte-pluie aggravés par le passage du typhon Bavi. Le typhon a touché l'île ce vendredi et il s'agit du plus gros que les Philippines aient connu depuis des dizaines d'années. Le typhon devrait désormais toucher le nord et l'est de Taïwan ce vendredi. Et samedi, 2000 personnes ont été évacuées alors que de nombreuses écoles et bureaux sont fermés. Les résidents de la ville portuaire de Keelung ont mis des réserves de nourriture, des rubans adhésifs aux fenêtres et empilé des sacs de sable devant les magasins, comme les autorités leur ont demandé. Le typhon qui affiche des rafales à 190 km/h devra ensuite toucher les îles du sud du Japon avant de s'abattre sur la Chine entre samedi et dimanche, on en reparlera. Quatrième actu, le média Disclose et l'ONG Reporters sans frontières appellent à se mobiliser contre, je cite, la traque des sources, après que la justice française a ordonné la reprise des investigations sur les sources d'une série d'articles du média. Les sources sont donc les personnes à l'origine de l'information, elles peuvent être citées ou anonymisées lorsque l'information est délicate, et elles sont surtout indispensables aux journalistes d'investigation. Dans la charte d'éthique professionnelle des journalistes, il y a une règle qui stipule bien que le journaliste doit garder le secret professionnel quant à l'identité de ses sources lorsqu'elles sont confidentielles. Et donc pour en revenir à ces articles, il s'agit de 2 enquêtes publiées en 2019 sur la vente d'armes françaises à l'étranger et sur l'opération Sirli. Il s'agit d'une mission de renseignement française menée en Égypte, à l'origine destinée à la surveillance, mais qui aurait en réalité servi à cibler et tuer des opposants au régime égyptien. Le ministère des Armées avait alors déposé une plainte, ce qui avait conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire en juillet 2022, et en septembre 2023, le domicile de la journaliste Ariane Lavrieux, co-autrice des articles, avait été perquisitionné, elle avait été placée en garde à vue, elle avait finalement évité d'être formellement accusée. En 2025, elle avait seulement obtenu le statut de témoin assisté. Les juges avaient ensuite classé l'affaire sans poursuite, estimant que ces articles révélaient de l'intérêt général, mais ce mercredi, cette décision a été annulée et l'affaire est repartie devant les juges d'instruction qui vont devoir reprendre l'enquête. La journaliste Ariane Lavrieux dénonce, je cite, une traque qui vise à faire peur à tous les lanceurs d'alerte qui prennent des risques au quotidien pour faire émerger des informations cruciales sur les mensonges d'État, des crimes et des justices. De son côté, le cofondateur du média Disclose, Mathias Destal, dénonce une volonté d'intimider les journalistes et déclare que tous les signataires de l'article vont être auditionnés. Cinquième actu qui concerne TikTok, le réseau social chinois a déclaré s'attaquer aux comptes proposant uniquement du contenu généré par l'intelligence artificielle. En fait, dans les prochaines semaines, le réseau social va tester des améliorations des systèmes de détection d'IA. L'objectif est, je cite, de cibler les publications qui seraient des spams générés par IA sur des sujets susceptibles d'avoir un impact sur la confiance du public ou sur le bien-être des utilisateurs. Dans son communiqué, TikTok n'a pas précisé ce qu'allaient devenir les comptes, mais précise que les thématiques concernées sont la santé, la politique, l'actualité et les conseils financiers. La plateforme souligne d'ailleurs que ces pages nuisent à la visibilité des créateurs qui sont selon eux originaux. En fait, TikTok, comme d'autres réseaux sociaux, est touché par la prolifération des contenus générés par IA, parfois utilisés comme un moyen de générer de fortes audiences et ce, à faible coût. En novembre 2025, le réseau social avait détecté 1,3 milliard de vidéos générées par IA, sauf que l'IA sert aussi parfois également à la désinformation. Alors pour lutter face à ça, TikTok s'entoure déjà d'une quinzaine d'organismes, dont l'AFP, pour fact-checker et signaler des vidéos qui contiennent potentiellement de fausses informations. Et en 2024, TikTok avait aussi annoncé un signalement automatique des contenus créés par IA, on suivra ça. Et on termine avec cette actu, la tapisserie de Bayeux, l'une des œuvres les plus rares et les plus importantes au monde, vieille de plus de 1000 ans, est arrivée au British Museum à Londres dans la nuit de jeudi à vendredi. À la base, cette tapisserie est exposée à Bayeux, en Normandie, mais elle sera donc exposée au musée britannique du 10 septembre 2026 au 11 juillet 2027. Et si ce transfert fait autant parler, c'est parce que cette œuvre est très importante. C'est une broderie sur toile de lin qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Ensuite, son transfert a demandé des moyens hors normes, la date déjà a été tenue secrète et la toile a voyagé en camion dans un double caisson conçu spécialement pour réduire les vibrations, le tout sous escorte policière sur plus de 544 km et chaque mouvement était donc très risqué. Selon Emmanuel Macron, ce prêt a pour objectif de revivifier les relations culturelles entre le Royaume-Uni et la France. Merci Samy pour ces actualités et on termine avec cette bonne nouvelle ou plutôt cette avancée pour les livreurs qui travaillent pour les plateformes de livraison de repas, notamment Uber Eats et Deliveroo. À partir du 1er septembre, le revenu minimal des coursiers va passer de 11,75 € brut de l'heure à 19 €. En fait, dans un rapport publié en 2025, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pointait une forte baisse du revenu horaire brut des livreurs entre 2021 et 2024, une fois l'inflation, donc la hausse générale des prix, prise en compte. Moins 32,2% chez Uber Eats, moins 22,7% chez Deliveroo et moins 26,6% chez Stuart. Pour répondre à cette baisse, Uber
Eats et Deliveroo ont donc signé ce vendredi avec plusieurs organisations syndicales un avenant à un accord de 2023 sur la rémunération minimale des livreurs. Désormais, la garantie de rémunération minimale sera calculée chaque semaine et non plus chaque mois, ce qui est plus favorable aux livreurs. Autre changement, les pourboires ne seront plus pris en compte dans le calcul de cette rémunération minimale. L'accord prévoit aussi une révision du dispositif en cas de circonstances exceptionnelles, comme une forte inflation ou une baisse du pouvoir d'achat. À noter que les négociations se poursuivent sur les questions de santé et de sécurité des livreurs. Voilà pour ces actualités, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.